Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Salut les Magicos, alors on change d'ambiance. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce que voilà, souvent on confond magicien, mentaliste. Le mentaliste est très confondu avec la voyance, les médiums, le spiritisme. Et je trouvais ça hyper intéressant de vous raconter très rapidement, sinon ça prendrait des heures, un petit peu l'histoire du spiritisme, et de vous expliquer quelques petits effets rapides du spiritisme, donc la table tournante, le Ouija, le pendule, les cartes, voilà, les cartes de tarot, voilà comment ça fonctionne à ce niveau-là. Alors, putain, je m'enfume, c'est l'esprit m'a enfumé. Alors, donc faut savoir, le spiritisme a commencé à se faire connaître à peu près dans les années 1800. Je vais pas parler de la sorcellerie, tout ça, puisqu'en fin de compte, si on regarde, j'irai dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui est lié à la sorcellerie, à la magie, a toujours existé. Vous prenez même à l'époque préhistorique, il y a toujours cette notion de mage, de magie, etc. Parce que voilà, quand on ne savait pas expliquer, il y avait une forme de magie derrière. Donc on va plutôt vraiment parler du spiritisme, et donc le spiritisme a été mis en l'occurrence en avant donc aux États-Unis par les Sir Fox. Je vous invite à regarder sur Wikipédia, vous tapez les Sir Fox, vous aurez toute une information au niveau de leur histoire. C'est très intéressant et vous allez apprendre effectivement pas mal de choses. Donc moi, j'ai pas une mémoire infuse. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en était. Donc elles étaient trois. Donc il y avait Margaret, Maggie et Kate, dont une des sœurs qui était beaucoup plus âgée que les deux autres. Donc faut savoir effectivement que donc elles ont vécu à partir de 1848 dans une petite ferme donc qui était censée être réputée hantée, donc dans l'état de New York. C'était une vieille maison et il y avait cette fameuse réputation comme quoi la maison faisait beaucoup de bruit, il y avait pas mal de craquements, etc. Et on estime voilà que ça a amusé les deux sœurs les plus jeunes, que ça les a amusées, et à un moment donné dans leur justification elles se sont amusées à dire bah tiens qu'il y avait un esprit qui leur parlait, et donc cet esprit ils l'ont appelé donc en France split foot. Nous on l'a traduit en pied fourchu en France, et donc il donnait des coups pour répondre. Donc disant bah voilà maman, voilà en fait c'est pas nous qui faisons le bruit, c'est pied fourchu qui fait du bruit et il nous répond. Et donc la mère s'est dit bah mince, qu'est-ce qu'elle me raconte mes filles. Bah tiens, si vous avez vraiment un esprit, je lui posais une question donc dont seul moi j'ai la réponse. Combien ai-je d'enfants en totalité? Alors il s'avère qu'elle a eu pas mal d'enfants, dont des enfants décédés, et étonnamment pied fourchu fait un craquement, et il y a plusieurs craquements qui correspondent au nombre d'enfants qu'a eu la mère. La mère étonnée, etc. Je pense qu'elle avait peut-être à cet esprit-là en tout cas un esprit fragile, et elle s'est mise à en parler à quelques voisins. Ça a fait le tour de la ville, du village en tout cas. Et je pense que ça a amusé les filles, et elles se sont donc amusées à faire parler ces fameux esprits. D'où la mise en place des fameuses tables tournantes. Les gens se réunissaient autour d'une table, comme celle-ci par exemple, et la table se mettait à bouger, à faire du bruit, à répondre. Donc les gens posaient les mains comme ceci, et elle posait différentes questions. C'était des séances qui prenaient longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et à un moment donné l'esprit était présent et il se mettait à parler. Donc un coup pour oui, 2 coups pour non, et ça répondait comme ça. Et je pense que ça a mis même pas moins de 6 ans a priori pour que ça fasse le tour et qu'on se retrouve avec des millions, vraiment des millions de personnes qui étaient vraiment attirés, adeptes du spiritisme. Ça
a tellement été mis en place que même en France, il y a eu effectivement un courant du spiritisme qui a été mis donc en avant donc par Alan Kardec. Donc Alan Kardec est le nom qu'il a eu à la suite une fois qu'il a mis en place donc le spiritisme. Donc on est 1857, quelqu'un qui donnait des cours, qui avait une bonne noblesse, quelqu'un qui avait de l'argent, et un jour on lui a proposé d'assister à une séance de table tournante. Il n'y croyait pas du tout, et puis il a fini effectivement par y assister. Il a été complètement médusé, et il a commencé à vouloir s'y intéresser. On lui a proposé de traduire différents ouvrages qui étaient liés au spiritisme, donc il a fait, et donc ces livres se sont énormément vendus, et ça a mis énormément en avant le spiritisme en France. Il faut savoir que le spiritisme, voilà, on est dans les années 1800, on est début de l'électricité, voilà, on est sur l'industrialisation. Donc je pense que déjà l'électricité c'était déjà un effet magique. Alors le fait de faire bouger des tables tournantes, c'était quelque chose d'hyper magique. Vous allez vite comprendre en vous faisant des explications, vous allez vite comprendre qu'à notre époque, voilà, pour moi c'est plus possible d'y croire. Alors on a eu effectivement des personnes très connues qui l'ont mis en avant. Vous avez donc Victor Hugo, il assiste à plusieurs séances de spiritisme, et un jour sur une seule séance, l'esprit soi-disant de sa fille, qui était décédée quelques années auparavant, relativement jeune, avec son mari, elle s'est noyée lors d'une balade en bateau. Il s'en est jamais remis, et donc l'esprit de sa fille se serait mis à parler, à communiquer à travers les tables tournantes. Et donc forcément, vous avez Victor Hugo qui se met à parler des tables de spiritisme. Voilà, c'est que demander mieux pour mettre en avant ce phénomène-là. Vous avez aussi, alors on va dire plus du côté anglais, vous avez effectivement l'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, qui aussi a mis en avant le spiritisme. Il a aussi assisté à des séances de spiritisme. Sa conjointe en faisait partie. Il n'avait pas d'explication, il ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Je vous invite à regarder la série, alors c'est une mini-série sur 2 épisodes, Houdini, qui parle effectivement du spiritisme à un moment de sa vie, et en l'occurrence avec mon ami qui était donc l'auteur de Sherlock Holmes. Vous avez effectivement une partie liée au spiritisme et comment Houdini a essayé une bonne partie de sa vie de démonter tout ça. On va arrêter sur la partie histoire, on va aller attaquer sur les séances, sachant qu'en plus les sœurs Fox, à la fin de leur vie, ont complètement démenti en disant voilà qu'ils avaient menti. De toute façon elles ont fini complètement ruinées, elles sont mortes relativement jeunes, malades, montrant effectivement que le point de départ de toute façon ne tenait pas. Donc les gens avaient par exemple les mains comme ça, on posait les mains sur la table. Alors souvent c'était des grandes tables avec 3 pieds, moi j'en ai 4, mais vous verrez que c'est relativement facile de le faire quand même. Donc les gens mettaient les mains comme ça, et voilà, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? M'entends-tu? Si tu m'entends et si tu es là, vas-y, tape sur la table. Je t'invite à bouger la table et à faire un seul coup. Bouge la table, s'il te plaît. Alors les gens avaient les mains, surtout là, tout le monde avait les mains comme ça, et à un moment donné, tranquillement, esprit, es-tu là? Et la table se levait. Un coup, la table s'est levée. Voilà, les mains sont restées, j'ai absolument pas bougé les mains, et la table s'est levée, vous l'avez vu, elle a bougé. Les gens étaient estomaqués. Si on voulait faire par exemple pour esprit, est-ce que tu veux me donner ton nom? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, veux-tu me donner ton nom? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, es-tu présent? Un coup pour oui, 1 coup pour non. Ah, il ne veut pas me donner son nom, vous avez vu que la table a bougé 2 fois. On pouvait même faire bouger la table bien plus longtemps, hein, voilà, simplement de faire comme ça. Voilà, et pouf, vous voyez que tout de suite la table se lève, hein, je ne fais absolument rien, mes mains sont comme ça, et la table bouge tranquillement, et on peut la reposer tranquille. Les gens pouvaient pousser, hein. On pouvait pousser, regardez, je vais essayer de vous le faire. Et vous voyez que si j'appuie, je mets même tout mon corps, je suis incapable de bouger la table. Elle ne se lève absolument pas, parce qu'elle est lourde. C'est une table qui est quand même très très lourde. Ouais, elle est lourde. C'est une table qui est lourde.
Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Juste terminé, on pouvait même faire, oui, même déplacer la table sur le côté, hein, ça fonctionne sans problème, même la faire venir vers les gens. Donc, on va le faire comme ça, regardez. Esprit, es-tu là? Si tu es là, s'il y a une personne sceptique sur, voilà, sur cette séance, je t'invite à te manifester contre cette personne. Manifeste-toi sur cette personne. Maintenant, vous voyez que la table elle a complètement bougé sur le côté. Comment ça fonctionne? C'est en fin de compte très simple. Alors ça fonctionne très bien sur des pieds à trois pieds. Sur 4 c'est un petit peu plus difficile, mais ça fonctionne aussi. Et vous voyez que même sur une table lourde, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc faut pas appuyer sur la table. Parce que vous appuyez, en fin de compte, vous allez donner une pression, elle va pas se soulever. Donc en fin de compte, il faut amener la table vers soi. Tout simplement. Et voilà, et c'est comme ça, regardez, juste en l'amenant comme ça, légèrement, effectivement à ce moment-là, elle va se soulever. Tout simplement. Voilà, et on relâche. Hop, et regardez, c'est très facile. Pour l'amener sur le côté, c'est simple, on va donner une pression sur la droite ou sur la gauche. Je peux l'amener et à ce moment-là, elle va se déplacer. Et pour pousser la table, il suffit simplement de la pousser vers soi. Et tac, étonnamment, comme elle tient que sur un pied ou deux, elle va tout de suite rapidement bouger un peu. Voilà, on a un axe beaucoup plus important. Alors je peux pas le faire parce que j'ai pas beaucoup de place et puis je risque de faire du bruit chez les voisins, mais vous avez compris le principe. Voilà, il suffit simplement de décaler les mains, donner une pression sur l'un sur l'autre et elle va tout de suite bouger énormément puisqu'elle tient plus que sur un pied ou deux. Donc ça, voilà, c'était comme ça qu'on faisait. Alors souvent, elles utilisaient des fois un complice, donc les gens avaient se focalisé sur le médium, alors que c'était le complice qui faisait bouger la table, par exemple. Et on voyait que même, voilà, si avec un petit peu de musculation et juste on peut pas, comme on fait pas de pression sur la table, qu'on amène simplement légèrement la table sur soi et que ça la soulève rapidement, c'était indétectable à l'époque. On va parler du pendule et des tables Ouija. Donc la table Ouija, vous aviez, donc moi je l'ai pas, mais voilà, moi je l'ai imprimé, mais c'était en bois. Vous aviez donc une goutte comme ceci, et donc les gens mettaient légèrement les doigts comme ceci, très léger. Faut vraiment pas appuyer, c'est tout léger, les mains surélevées, et vous êtes plusieurs et vous allez vite vous apercevoir qu'elle va bouger. Donc je vais mettre ça pour éviter que ma table bouge. Voilà, donc les gens mettaient les mains comme ça. Si vous mettez les mains comme ça ne fonctionne pas. Voilà, on a bien les mains surélevées, les gens appuient légèrement, et effectivement à un moment donné ça se mettait à bouger. Regardez, c'est absolument pas moi qui fais bouger, ça bouge. Comment ça fonctionne? C'est pas compliqué en soi, ça prenait une séance. Voilà, la goutte ne bouge rarement au début, elle va bouger parce qu'à un moment donné il va y avoir une fatigue musculaire, et donc forcément les gens vont pas s'apercevoir que c'est eux qui la font bouger eux-mêmes, puisqu'en toute façon ils sont plusieurs, et à un moment donné le mouvement va se mélanger entre plusieurs personnes et la goutte va bouger, se déplacer à droite, à gauche. Personne me dit ah ouais mais je l'ai peut-être tiré vers le bas, mais de toute façon elle est partie vers la gauche, etc. Donc voilà, il y avait vraiment un mécanisme idéomoteur qui faisait bouger la goutte. Alors vous allez me dire mais ouais ok, peut-être pour la partie musculaire, mais ça n'empêche pas qu'elle pouvait répondre. Comment l'esprit répondait à des questions qui étaient plutôt justes. Même si la personne n'avait pas la réponse. On sait que inconsciemment, beaucoup de personnes connaissent la réponse. Mais si vous posez la question comme ça, directement, vous allez me dire non, j'ai pas la réponse. Inconsciemment, vous l'avez. Le fait d'avoir un support dans les mains va persuader votre inconscient d'y répondre plus facilement. Et effectivement, la personne inconsciemment répondait au niveau moteur. Et c'est le même principe que le pendule. Le pendule est un mouvement idéomoteur, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez le pendule, à un moment donné, vous allez créer des mini-vibrations musculaires et votre pendule va commencer à répondre
à tourner ou à faire ce mouvement-là. Et pour répondre, inconsciemment, les gens connaissent déjà les réponses. Voilà, les gens, est-ce que je vais changer de travail? La personne est encore un peu floue, mais elle commence à se poser des questions, à s'imaginer, etc. Inconsciemment, elle sait qu'elle a envie de changer de travail, elle le sait. Et dans ce cas-là, le pendule va répondre dans ce sens-là. C'est aussi simple que ça. Et vous allez me dire, oui, mais comment les voyants font pour répondre aux cartes? Comment les questions répondent aux cartes? Comment les cartes répondent? Ou comment font les voyants qui n'ont pas forcément de support pour pouvoir répondre à un symbole? Alors, on s'est aperçu que les meilleurs voyants, ceux qui avaient la meilleure taux de réussite, c'était ceux qui avaient une capacité à analyser la personne qu'ils avaient en face. Comme nous, les mentalistes, qui ont une capacité à observer la gestuelle, la corporelle de la personne. Et donc on va répondre sur des questions d'ordre général. Et on va faire ce qu'on appelle un système d'entonnoir, en anglais ce qu'on appelle du cold reading, de la lecture à froid. Je vous fais une séance là comme ça. On va mélanger les cartes. Je mélange les cartes comme ça. Voilà. Voilà, vous allez couper. Vous coupez le jeu, donc vous le sentez. Donc on mélange tranquillement les cartes. Et vous allez couper de la main gauche. Comme ceci. Parfait. Vous prenez 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Et je vais regarder. Alors nous avons... Je vais le faire par rapport à moi. Tiens, je vois une union. C'est la carte de l'union, la famille et l'héritage. Est-ce que ça vous parle? Alors je vais le faire pour moi. L'union, oui, c'est quelque chose qui me parle. Effectivement, je me suis séparé il y a peu de temps et j'ai retrouvé quelqu'un récemment. Donc oui, ça me parle. Ça me parle. Et donc c'est vrai que je me pose des questions par rapport à cette femme, avec ses enfants, etc. Qu'est-ce que ça peut donner, hein? Effectivement, il y a cette union-là, des interrogations qui se posent. Franchement, ça va interroger tout le monde. La famille, il y a quelque chose en ce moment au niveau de votre famille, au niveau de... Non mais là je vois peut-être quelque chose au niveau de l'union, quelque chose au niveau de la famille, une question d'héritage. Oui, c'est vrai que j'ai mon papa qui va divorcer. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai vu. C'est ça, oui. En fait, l'union, c'est pas par rapport à vous, en fait. C'est par rapport à votre papa et au niveau de la famille. En fait, c'est ça, c'est votre papa qui est en train de divorcer. Et donc, il y a cette notion d'héritage. Et effectivement, au niveau de l'héritage, votre papa il fait quoi dans la vie? Je réponds. En fin de compte, mon papa il est directeur commercial. C'est ça, en fin de compte, comme il va divorcer, donc il va revoir certainement au niveau de l'héritage. Et je pense que vous risquez de gagner quelque chose d'intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette séance? Je suis parti en fin de compte sur des choses générales. Là, vous avez vu, j'ai pas cherché les cartes. Union, ça parle à tout le monde. Vous soyez marié, divorcé, ça parle. La famille, enfant, famille, parents, ça parle à tout le monde. Héritage, ça parle à tout le monde. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est décédé, la famille, etc. Ça parle. Ça parle forcément. Ce n'est que de l'interprétation. On peut le refaire avec d'autres cartes si vous voulez. Mais ça parlera à tout le monde. Prenez 3 cartes. 3 cartes. Alors, j'ai la beauté, le bonheur et la renommée. Beauté, renommée et bonheur. Voilà. Je peux encore mélanger avec, mais... la personne a dit tiens, vous avez trouvé donc la beauté, la renommée et le bonheur. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu pourquoi? Pour un nouveau travail, d'accord. Travail, mais écoutez, là je vois la beauté, la renommée et le bonheur. Écoutez, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, je viens de quitter une société, j'étais courtier en assurance vie et je suis magicien professionnel. Écoutez, c'est ça, c'est tout à fait ça.
ça me parle. Effectivement, la beauté avec le côté artistique, voilà, et donc là vous avez la beauté, la renommée et le bonheur. Sincèrement, foncez dans ce métier-là. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Voilà, ça vous met en valeur. Vous allez avoir de la renommée par rapport à ça. Voilà. Alors ça va prendre un peu de temps, mais c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction personnelle. Vous êtes fait dans ce métier-là. Alors, il y aura peut-être des difficultés, mais voilà, vous allez effectivement avoir une bonne renommée. Et voilà, c'est votre métier. Foncez. Allez-y. Vous voyez. Peu importe les cartes que je prends, je peux l'associer à mon métier d'aujourd'hui, que ce soit dans la famille, voilà. Comment ça fonctionne? Je parle de faits généraux. Famille, travail, santé, argent, bonheur. Vous allez cibler tout le monde. Call reading. Je vais capter les informations par rapport à la personne. Est-ce que vous êtes venu, voilà, c'est quelqu'un de votre famille? Non, je vois que c'est un ami. En fait, j'observe la personne pour j'ai tout de suite la réponse. Je vais partir de faits général et je vais creuser. Voilà. Vous avez donc on avait vu tout à l'heure héritage. Il y a quelqu'un qui est décédé récemment proche de vous. C'est de la famille. Proche de vous, c'est forcément si quelqu'un décédé, c'est forcément quelqu'un de proche de nous en général. C'est de la famille. Non, mais par contre c'était quelqu'un de votre ami et vous y étiez très proche. C'est pour ça que j'ai vu de la famille et on va creuser comme ça. Je vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette petite vidéo. Voilà, le but c'était voilà de désamorcer comment fonctionnait un peu tout ça. Mais voilà, le but c'est voilà d'être le plus critique possible. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt et surtout si vous avez des questions par rapport à cette vidéo qui est un petit peu générale, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut les magicos, bye bye.